La disparition d'Aliza Novotná s'est produite soudainement, en plein jour, directement sur le territoire du jardin d'enfants, avec les portes complètement fermées et entourées d'adultes. Personne n'a vu, personne n'a rien entendu, et les circonstances de ce qui s'est passé dès les premières 60 minutes semblaient presque impossibles. 11h05 du matin, jardin d'enfants, Slunečko, petite ville tchèque de Most, temps clair, jour ouvrable ordinaire. L'éducatrice Jana Sukupová emmène en promenade un groupe de 12 enfants dont elle a la charge. Le décompte des enfants, selon ses mots, a été effectué plusieurs fois, mais après seulement quelques minutes, il devient évident, Aliza Novotná, âgée de 3 ans, avait disparu. La porte qui mène à l'extérieur est fermée au loquet de l'intérieur. Il n'y a pas d'autre sortie. Il n'y a pas non plus de caméra installée sur le territoire du jardin. Tout ce qu'on peut savoir, ce sont les paroles des employés qui commencent presque immédiatement à se contredire. Les policiers, arrivés sur les lieux seulement 15 minutes après l'appel, enregistrent plusieurs détails inhabituels. La première chose que remarquent les enquêteurs est l'aire de jeu du jardin. Le sable semble humide, comme s'il avait été récemment arrosé avec un tuyau. C'est étrange. Le temps des derniers jours a été sec. Il n'a pas plu depuis plus de 3 jours. Les experts criminalistiques notent immédiatement « Cela aurait pu être fait intentionnellement pour cacher des traces ». L'éducatrice Jana Sukupová, qui a été la première à signaler la disparition d'Aliza, semble perdue et effrayée. Selon ses mots, Aliza était littéralement à côté, et soudain elle n'était plus là. Jana affirme qu'elle s'est détournée littéralement 1 minute, vérifiant la liste des enfants. Sa voix tremble. Les déclarations sont confuses et émotionnelles. La deuxième employée, Teresa Orakova, au contraire, se comporte de manière retenue, même sèche. Presque indifféremment, elle répète la même phrase. « Je n'ai rien vu. J'étais occupée à préparer le déjeuner. » Ces déclarations ne changent pas et sonnent apprises par cœur. Les enquêteurs enregistrent cette incohérence et décident de revenir vers les 2 femmes plus tard. L'une des premières pistes réelles devient l'enregistrement de la caméra de surveillance d'une maison privée voisine, située de l'autre côté de la rue Studniczny, à environ 80 mètres de la porte du jardin. La caméra a capté une voiture blanche Škoda Fabia se déplaçant lentement le long de la rue exactement au moment de l'incident. Le numéro de la voiture est partiellement couvert de boue, mais la marque et la couleur sont clairement distinguables. L'enregistrement devient immédiatement le point focal de l'attention de la police. Une demi-heure après la disparition apparaît un témoin, un résident local qui passait près du jardin vers 11h du matin. Il informe la police qu'il a remarqué près de la clôture du jardin un homme qui se comportait de manière inhabituelle. Le témoin n'a pas vu le visage, mais a décrit l'inconnu comme grand, mince, vêtu de sombre, probablement d'âge moyen. L'homme a regardé plusieurs fois par-dessus la clôture, était nerveux, après quoi il s'est rapidement éloigné vers la rue Studniczny. Simultanément, il vérifiait que l'identité du voisin le plus proche du jardin, Petr Kovařík, âgé de 36 ans. L'homme est au chômage, précédemment condamné pour vol de propriété. Sa maison se trouve à seulement 100 mètres du jardin. Les voisins se sont plaints à plusieurs reprises de son comportement et le soupçonnaient de petits vols. La police arrive rapidement chez lui, mais Kovařík n'est pas sur place. La maison est inspectée avec la permission du commissaire de police. Cependant, rien de suspect n'est immédiatement découvert. Après plusieurs heures, la situation avec Kovařík commence à s'éclaircir. Après avoir vérifié les enregistrements et les déclarations des résidents locaux, la police découvre, la veille au soir, l'homme était effectivement près du jardin. Mais exactement au moment de la disparition d'Aliza, il se trouvait dans un autre quartier où il visitait le département d'aide sociale. Ceci est confirmé par des documents et les déclarations des employés. La version de sa participation à l'incident est écartée. Kovařík est temporairement exclu de la liste des suspects. Pendant ce temps, la police municipale dirige plusieurs équipes pour chercher la mystérieuse Škoda Fabia.
La voiture, vraisemblablement, aurait pu appartenir au ravisseur ou, au minimum, à un témoin de ce qui s'est passé. Le soir, les premiers résultats de la vérification des caméras de surveillance montrent la voiture Škoda Fabia ne se déplaçait pas simplement en passant devant le jardin. Pendant 20 minutes avant l'incident, elle a passé plusieurs fois lentement dans la rue Studniczny, ralentissant à chaque fois près de l'entrée du jardin. La dernière fois qu'elle a été vue était exactement à 11h05, au moment exact de la disparition d'Aliza. Puis la voiture a brusquement accéléré et a disparu au tournant. L'itinéraire de la voiture n'a été restauré que partiellement. La dernière fois que la Škoda a été enregistrée par une caméra de surveillance urbaine était dans la zone du pont sur la rivière Bylina, à environ 600 mètres du jardin d'enfants. Le chemin ultérieur de la voiture reste inconnu. L'enquête prend un nouveau tournant. Maintenant, l'élément clé de l'affaire devient la recherche de la mystérieuse voiture et de son conducteur. Après que l'alibi de Petr Kovařík ait été vérifié par la police, ils ont cessé de le considérer comme le coupable direct de la disparition d'Aliza Novotná. Mais les soupçons envers cette personne sont restés. Le fait est que certains faits ne se composaient toujours pas en un tableau complet, et le comportement même de Kovařík soulevait des questions. Le lendemain de l'incident, la police a décidé d'étudier plus en détail les déplacements de Petr. Le matin, des informations sont arrivées de la compagnie de transport d'autobus. Un billet d'autobus pour la ville d'Ústí nad Labem, située à 60 km de Most, a été enregistré. L'enregistrement de la caméra à la gare confirme que Kovařík a acheté un billet personnel pour l'autobus à 10h45, environ 20 minutes avant la disparition d'Aliza. Son identité a été confirmée par sa carte d'identité. Formellement, cela suffisait pour lui retirer temporairement les soupçons principaux. Cependant, les enquêteurs étaient perplexes face à une circonstance. Le temps entre l'achat du billet et le départ effectif de l'autobus était suffisant pour faire un retour rapide au jardin d'enfants et revenir à nouveau à la gare. De plus, de sa maison au jardin, il n'y avait qu'environ 100 mètres. Pour mieux comprendre ce qui se passait, les policiers ont de nouveau visité le domicile de Kovařík, cette fois avec une permission officielle pour une inspection minutieuse. À première vue, il n'y avait rien de suspect dans la maison elle-même. Meubles ordinaires, conditions de vie modestes, aucun luxe ou objet indiquant des liens avec le crime. Mais l'attention des policiers a été attirée par le grenier. Sur le sol, à côté de vieilles affaires et de meubles usés, l'enquêteur František Beneš a remarqué une poupée d'enfant, soigneusement cachée dans le coin. Sur la robe de la poupée se détachaient clairement des initiales brodées AN. Le fait même de découvrir un tel objet chez un homme précédemment condamné a instantanément bouleversé le cours de l'enquête. Les policiers ont immédiatement envoyé la poupée pour examen criminalistique. La nuit suivante a été remplie d'attentes tendues. Les enquêteurs espéraient obtenir une preuve solide contre Kovařík. Cependant, le matin, le résultat de l'examen a présenté un tournant inattendu. Sur la poupée a été trouvé l'ADN d'une femme inconnue. Cet échantillon n'appartenait pas à Aliza elle-même. La nouvelle de la découverte et des résultats de l'examen s'est rapidement répandue parmi les employés de la police. Certains considéraient déjà cette piste comme une coïncidence fortuite. D'autres insistaient pour creuser plus profond. Les criminalistiques supposaient que la poupée aurait pu appartenir à une personne complètement différente et arriver chez Kovařík par hasard. Mais cela ne faisait que souligner une autre étrangeté. Pourquoi un homme vivant seul, sans famille, gardait-il une telle chose dans son grenier? Pendant ce temps, d'autres agents opérationnels continuaient d'étudier les détails de l'itinéraire de Kovařík le jour de la disparition d'Aliza. La vérification des caméras de vidéosurveillance de la ville montra qu'après l'achat du billet, l'homme était brièvement sorti de la gare et était revenu. Cela confirmait la possibilité de son apparition près du jardin approximativement au moment nécessaire. Les policiers menèrent à nouveau un sondage auprès des résidents locaux. Les voisins de la rue décrivirent Kovařík comme une personne renfermée et peu communicative, passant la plupart du temps à la maison ou dans la rue à observer les passants. L'un des voisins nota que plusieurs semaines avant l'incident, l'homme avait commencé à apparaître plus fréquemment près de la clôture du jardin d'enfants, y passant du temps sans raison apparente. Les soupçons de l'enquête ne furent pas complètement dissipés.
Bien qu'il n'y ait pas de base formelle pour arrêter Kovarchik, les fonctionnaires de police notèrent seulement dans les protocoles que le comportement de l'homme restait suspect et nécessitait une vérification supplémentaire. L'identité de la femme, dont l'ADN fut trouvé sur la poupée, restait également inconnue, et les enquêteurs décidèrent de la chercher parallèlement, supposant que cela pourrait expliquer au moins une partie des bizarreries autour de Petr Kovarchik. Pendant ce temps, les parents d'Aliza Novotná, Tomáš et Kateřina, ne donnaient pas de répit à la police, exigeant d'accélérer les recherches et de vérifier chaque personne suspecte dans les environs. La famille de la disparue était sûre que l'homme vu par le témoin près de la clôture et Kovarchik étaient la même personne. Mais le prouver avec des preuves directes n'était pas encore possible. Les policiers décidèrent temporairement de laisser Kovarchik sous surveillance passive, maintenant son statut de suspect, bien qu'ils ne puissent pas lui présenter d'accusations officielles. L'enquête déplaça graduellement les accents, prévoyant d'approfondir l'étude de l'entourage d'Aliza elle-même et de sa famille. Cependant, personne n'oublia l'étrange poupée dans le grenier et l'inconnue mystérieuse dont le matériel génétique fut trouvé dessus. L'enquête continua, élargissant graduellement le cercle des personnes vérifiées. Mais le nom de Petr Kovarchik restait encore l'un des principaux autour duquel tournaient de nombreuses incohérences et questions. L'enquête ne lâcha pas le fil lié à Petr Kovarchik. Mais parallèlement, l'attention se tourna aussi vers un autre côté de l'histoire, l'entourage de la famille d'Aliza Novotná. Plus profondément, la police pénétrait dans la vie personnelle des parents d'Aliza, plus d'incohérences et de détails suspects surgissaient. Tomáš et Kateřina Novotní, parents de la disparue Aliza, semblaient initialement comme une famille absolument ordinaire. Tomáš, ingénieur de profession, homme avec une réputation irréprochable, aida activement la police dès les premières minutes des recherches. Kateřina travaillait comme comptable dans une petite entreprise locale et communiquait aussi toujours volontiers avec les enquêteurs. Mais exactement 2 jours après la disparition d'Aliza, la police se heurta à des informations que la famille cachait soigneusement. Tôt le matin du 14 avril, lors d'un interrogatoire répété, l'inspecteur František Beneš demanda à Tomáš s'il avait reçu récemment, lui ou sa femme, quelconque menace. La réaction de l'homme fut inhabituelle. D'abord il se tut, puis admit à contre-cœur qu'exactement 1 semaine avant la disparition d'Aliza, plusieurs courriels étranges étaient arrivés sur son courrier électronique personnel. L'expéditeur utilisait un service suisse anonyme ProtonMail, connu pour sa confidentialité et protection des données. Dans le premier courriel se trouvait une phrase courte. « Vous devez retirer Aliza du jardin. Faites-le immédiatement. » Le courriel semblait trop général pour être pris au sérieux, donc Tomáš l'effaça immédiatement, le considérant comme du spam ordinaire. Cependant, 2 jours plus tard, arriva un second message, écrit de manière plus dure. « Retirez votre fils du jardin, c'est le dernier avertissement. » L'homme préféra encore ignorer l'avertissement, croyant que c'était la plaisanterie ratée de quelqu'un ou une tentative d'intimidation. À la question de l'enquêteur pourquoi il n'avait pas immédiatement informé la police des menaces, Tomáš répondit sèchement et honnêtement. Il ne voulait pas semer la panique dans la famille et était absolument sûr que sa famille ne pouvait pas avoir d'ennemis sérieux. À la lumière des nouvelles informations, la police initia immédiatement la vérification des courriels électroniques. Les experts informatiques établirent que les courriels avaient réellement été envoyés via un serveur anonyme ProtonMail. Tracer l'expéditeur directement s'avéra impossible. Mais les policiers continuèrent le travail et lancèrent un traçage IP profond, essayant de trouver au moins quelques pistes numériques. Simultanément, l'enquête porta attention à l'activité professionnelle de Tomáš. Bientôt, il fut découvert que 2 semaines avant la disparition d'Aliza, il était entré en conflit ouvert avec un collègue de la firme d'ingénierie, Robert Gajdos, âgé de 42 ans. La cause du conflit fut un brevet pour un nouveau dispositif développé par Tomáš. Robert tenta de contester la paternité du brevet, croyant que l'ingénieur avait utilisé ses idées. La réunion se termina par une dispute forte, dont plusieurs employés de la firme furent témoins. Les soupçons des policiers s'intensifièrent après qu'il fut découvert que Robert Gajdos était parti en vacances exactement le jour de la disparition d'Aliza. Les enquêteurs décidèrent de mener un interrogatoire urgent de Gajdos
supposant que le conflit aurait pu servir de motif pour les menaces et possiblement avait un lien avec l'incident. Cependant, la version selon laquelle l'ingénieur Gajdosh pourrait être derrière les courriels anonymes commença bientôt à paraître douteuse. Robert lui-même, pendant l'interrogatoire, semblait genuinely surpris par les nouvelles sur les menaces et la disparition d'Aliza, fournit volontiers à la police l'accès à son courrier électronique et à son ordinateur de travail. Aucune trace indiquant sa participation ne fut trouvée. Pendant ce temps, les résultats du traçage IP des courriels devinrent disponibles aux spécialistes de la police. Ces résultats changèrent complètement la direction de l'enquête. Il fut découvert que les courriels avaient été envoyés via un point d'accès public Wi-Fi situé dans les environs immédiats du jardin d'enfants Slunichko. Ce fait donnait clairement à comprendre que l'expéditeur des courriels, qui qu'il soit, se trouvait physiquement près du lieu de la disparition d'Aliza. Maintenant, il n'y avait plus de doute. Les menaces étaient en temps réel, mais le motif de l'expéditeur restait incompréhensible. La famille Novotny n'était pas riche, n'avait pas de conflit sérieux ou de dette, sauf une petite querelle au travail qui ne correspondait aucunement à des avertissements si durs et encore moins à des actions. La police n'excluait pas que les menaces auraient choix pu être aussi une sorte de piège pour les parents, pour distraire l'enquête dans une autre direction. En d'autres termes, pour l'instant, ce n'était qu'une autre ombre parmi de nombreuses versions. Néanmoins, la nouvelle découverte obligea la police à changer substantiellement la stratégie d'enquête. Il fut décidé d'examiner à nouveau le terrain autour du jardin, maintenant avec un focus sur la recherche de toute preuve physique que l'expéditeur des menaces aurait pu laisser. Petr Kovarjik restait encore sous surveillance et la police ne se pressait pas de l'exclure des suspects. Maintenant, cependant, dans l'enquête apparut une nouvelle figure inconnue qui surveillait clairement la famille Novotny et pourrait être beaucoup plus proche que ne le supposaient les enquêteurs. 5 jours de recherche tendue ne donnaient pas de résultats. La ville de Most vivait dans l'attente constante. Les enquêteurs vérifiaient plusieurs fois les itinéraires et preuves déjà étudiées jusqu'à ce que le matin du 17 avril arrive un message d'urgence. Un plongeur volontaire nommé Karel Sadlo informa qu'il avait trouvé Aliza Novotna. Les restes furent découverts dans la rivière Bilina, près du pont, dans un endroit qui avait déjà été examiné à plusieurs reprises auparavant. Le plongeur Karel Sidlo devint un nouveau témoin important. Il raconta à la police qu'il avait découvert les restes complètement par hasard, de plus dans un endroit qui semblait étrange, comme si quelqu'un les avait spécifiquement jetés plus près de la rive, où la profondeur était minimale. L'examen extérieur confirma les soupçons du volontaire. Le courant de la rivière était trop faible pour transporter les restes exactement là. La version du jet délibéré devint principale dès les premières minutes après la découverte. Les enquêteurs arrivèrent rapidement sur les lieux. L'examen externe fournit de nouvelles preuves d'importance critique. Sur le front d'Aliza, on voyait distinctement un hématome frais. La version initiale de la noyade commença immédiatement à paraître improbable. L'expert pathologiste médico-légal, appelé sur place, conclut prudemment « L'hématome fut reçu avant la chute dans l'eau et ne pouvait pas apparaître lors d'un simple accident sur la rivière. Les cheveux d'Aliza s'avérèrent emmêlés et les criminalistiques y découvrirent des microparticules de peinture. L'analyse préliminaire montra que la peinture était identique à celle avec laquelle avait récemment été peinte la clôture du jardin d'enfants Slunechko. Cette preuve indiquait sans équivoque que le lieu du crime se trouvait précisément dans la zone du jardin et non sur la rivière. Les policiers commencèrent immédiatement à vérifier le territoire près du pont et la ligne côtière à la recherche de traces. Mais une autre découverte détruisit rapidement la logique initiale de l'enquête. Les experts confirmèrent « Sur la rive, il n'y avait aucune trace de traînage ou de transport des restes. De plus, le sol à l'endroit de la découverte était mou et humide. Tout mouvement aurait laissé des empreintes évidentes. Cela signifiait seulement une chose. Ici, les restes furent livrés par un autre chemin. Le plus probable fut un automobile. » Cette version se confirma rapidement par les observations des caméras de vidéosurveillance urbaine. Les policiers reconstituèrent la chronologie du mouvement de toutes les automobiles qui passèrent près du pont pendant la nuit.
une attention particulière attira de nouveau la déjà familière Škoda Fabia blanche. La voiture apparut sur l'une des caméras de surveillance urbaine à 3h17 du matin, se déplaçait lentement, avec les phares éteints, essayant évidemment de ne pas attirer l'attention. L'automobile disparut du champ de vision pendant 11 minutes, après quoi elle fut de nouveau aperçue déjà à la sortie de la zone de la rivière. La presse saisit immédiatement l'histoire, promouvant activement la version selon laquelle dans la ville pouvaient opérer quelques criminels inconnus, qui d'abord porta le coup puis essaya de cacher les traces, en jetant les restes dans la rivière. La police ne confirma ni ne réfuta officiellement cette hypothèse, l'appelant prudemment seulement une parmi beaucoup d'autres. Le groupe d'experts informa que la rivière fut seulement le lieu de dissimulation, et non le lieu du crime lui-même. La cause de la mort d'Aliza fut déclarée comme traumatisme crânio-cérébral. À la lumière des nouvelles découvertes, les enquêteurs revinrent de nouveau aux interrogatoires du personnel du jardin d'enfants. Une attention particulière fut accordée aux éducatrices Jana Sukupova et Teresa Orakova, dont les témoignages causaient initialement des doutes et semblaient contradictoires. Commença aussi une vérification répétée des caméras de surveillance et de la technologie appartenant au personnel du jardin, avec un accent particulier sur leurs automobiles personnelles. Pendant ce temps, les détails de l'enquête, la police les garda strictement secrets, évitant les déclarations publiques qui pourraient provoquer la panique dans la ville. Sous suspicion restait Petr Kovařík. Bien qu'aucune preuve directe contre lui n'apparût, les enquêteurs n'excluaient pas sa connexion avec l'automobile blanche et la chaîne générale d'événements. L'alibi de l'autobus semblait le protéger de manière fiable, mais la police maintenait intentionnellement l'homme sous contrôle, vérifiant chaque pas et contact. La famille d'Aliza, pendant ce temps, se ferma complètement à la presse. Le père, Tomáš Novotný, éprouvait de forts remords de conscience, comprenant qu'il avait ignoré les menaces sérieuses qui arrivèrent peu avant la disparition de sa fille. Cependant, personne dans la famille ne pouvait expliquer qui et pourquoi put commettre un tel crime, si la famille ne possédait pas de fortune significative ou d'ennemis évidents. Ainsi, la découverte sur la rivière Bilina donna à l'enquête des réponses importantes à certaines questions, mais en même temps engendra de nombreuses nouvelles. Les enquêteurs connaissaient déjà la cause exacte de ce qui s'était passé et le lieu d'où fut livrée la charge tragique. Il ne restait qu'à découvrir une chose: qui exactement était au volant de l'automobile qui silencieusement et imperceptiblement s'approcha de la rivière dans l'obscurité nocturne. Après la découverte des restes d'Aliza sur la rivière Bilina, les enquêteurs réduisirent brusquement le cercle des suspects. Petr Kovařík, précédemment le principal suspect, sortit complètement de sous suspicion. Son alibi fut confirmé définitivement et inconditionnellement par les enregistrements de caméras et les billets d'autobus, et la police retira officiellement toutes les accusations contre lui. Cependant, la place de Kovařík fut rapidement occupée par une autre personne qui depuis le début était dans le champ de vision, mais restait toujours au second plan. L'éducatrice du jardin d'enfants, Slunečko Jana Sukupova. Le motif pour ceci furent nets les enregistrements des caméras de surveillance interne du jardin d'enfants du 12 avril. Dans la période de 10h55 à 11h15, Jana disparaît soudainement du cadre exactement pendant 9 minutes, alors que selon ses propres mots, elle était avec le groupe d'enfants tout ce temps. Les enquêteurs vérifièrent les journaux du système d'interphone du jardin et découvrirent, 1 minute avant la disparition d'Aliza, la porte du sous-sol fut ouverte avec une clé électronique assignée à Jana. À la question de la police sur ce qu'exactement elle faisait dans le sous-sol pendant les heures de travail, Jana répondit rapidement, mais extrêmement peu sûre. Elle affirmait qu'elle fut obligée de partir d'urgence chercher du linge propre pour l'un des enfants, qui se sentait mal. En confirmation de ces mots, l'éducatrice montra aux enquêteurs un message SMS envoyé au même moment à une collègue. « Surveille les enfants. J'ai quelque chose d'urgent. » Cependant, ce message n'expliquait en rien pourquoi le voyage pour le linge prit 9 minutes entières et pourquoi l'éducatrice ne mentionna pas ce fait plus tôt en donnant son témoignage. Le sous-sol du jardin d'enfants n'entrait pas dans le champ de vision des caméras de surveillance, ce qui compliquait additionnellement l'enquête. L'attention de l'investigation s'intensifia quand les criminalistiques examinèrent les locaux et découvrirent des signes d'un nettoyage récent et minutieux
avec l'usage d'eau de javel. Des traces de sang partiellement lavées avec des moyens chimiques furent trouvées dans le coin du sous-sol, près de vieilles armoires avec l'inventaire domestique. Les experts menèrent rapidement une analyse préliminaire des échantillons et confirmèrent le principal. Le sang correspondait à l'ADN d'Aliza Novotná. Cette information fut immédiatement strictement classifiée et n'arriva pas aux médias pour ne pas causer d'agitation inutile et ne pas provoquer les suspects à des actions imprudentes. Maintenant, Jana Šukupová n'était pas simplement une suspecte. Elle était devenue l'objet principal de l'enquête. Les enquêteurs revinrent à l'étude de la biographie de l'éducatrice. Jana, âgée de 37 ans, travaillait dans le jardin d'enfants déjà plus de 7 ans. Les collègues la caractérisaient positivement, l'appelant responsable et bienveillante. Cependant, il devint bientôt clair que dans le collectif existaient des problèmes cachés dont on préférait ne pas parler à voix haute. Jana elle-même insistait obstinément qu'elle ne savait rien sur la disparition d'Aliza et essayait de justifier son comportement ce jour-là exclusivement par le souci de la santé d'un autre enfant. Cependant, dans le processus des interrogatoires, la police eut l'impression qu'elle cachait quelque chose. Ses réponses étaient évasives, par endroits contradictoires, et son comportement notablement nerveux. Cela semblait étrange pour une personne qui n'était pas impliquée dans les événements tragiques. La police étudia attentivement les déplacements de Jana dans la nuit avant la découverte des restes d'Aliza. Bien qu'il n'y eût pas de preuve directe de sa présence sur la rivière Bilina à ce moment, restait non résolue l'énigme de l'automobile Škoda Fabia. Les enquêteurs établirent que Jana avait exactement une telle voiture. Les experts décidèrent de vérifier son automobile pour la présence de traces capables de confirmer ou d'exclure sa participation au transport des restes. Cependant, les résultats de cette expertise restaient fermés, même pour beaucoup d'employés de la police. Les enquêteurs interrogèrent aussi Teresa Horáková, collègue de Jana, mais son témoignage n'apporta aucune clarté. Teresa affirmait qu'au moment de l'incident, elle reçut réellement un message de Jana. Cependant, elle ne savait pas pourquoi exactement celle-ci quitta le groupe et pourquoi elle fut absente si longtemps. Teresa se tenait froidement, sans émotion superflue, comme essayant de se distancer de toute supposition sur son rôle dans les événements. Pendant ce temps, la presse continuait à discuter activement la version d'un maniaque inconnu qui aurait supposément commis le crime et tenté d'effacer les traces. La police ne réfutait pas officiellement cette hypothèse. Cependant, l'attention principale de l'enquête restait sur le personnel de l'école maternelle. Le collectif de l'école se retrouva sous l'attention étroite de la police. L'atmosphère à l'intérieur de l'institution se dégrada drastiquement. Les gens commencèrent à se soupçonner mutuellement et à éviter la communication. Les enquêteurs étaient incertains d'une chose. La clé pour résoudre la tragédie se trouvait précisément ici, dans les murs de l'école, et n'avait aucun rapport ni avec des maniaques, ni avec des passants occasionnels. La personnalité de Jana Šukupová, ses actions et les circonstances de la disparition d'Aliza étaient maintenant étroitement entrelacées, et avec chaque jour d'enquête, la police voyait de plus en plus clairement qu'il n'y avait pratiquement pas de hasard dans cette histoire. L'enquête tourna brusquement vers l'intérieur de l'école maternelle elle-même. Depuis le moment où Jana Šukupová devint l'objet principal d'attention de la police, l'atmosphère parmi les employés devint notablement tendue. Extérieurement, cela ressemblait à une enquête normale d'événements tragiques, mais la police remarqua rapidement que cette tension n'était pas une simple inquiétude. Elle cachait quelque chose de plus grand. Le 23 avril, le ministère de l'Intérieur initia une vérification massive de toute la documentation et l'activité financière de l'école Sluneko. Au début, une telle décision semblait être une procédure standard. Cependant, la réaction du collectif s'avéra être douloureusement inattendue. Les employés se comportèrent de manière fermée, parlèrent de façon monosyllabique et évitaient les réponses directes, comme s'ils craignaient un mot de trop ou un regard incorrect. Cette nervosité s'intensifia particulièrement après qu'un enregistrement audio d'un bref appel téléphonique fait dans un chat collectif anonyme d'employés fut remis à la police. Une voix féminine dans l'enregistrement prononça la phrase « Le principal, c'est de tenir à une seule version. Personne ne dit rien de trop. »
Les enquêteurs établirent rapidement l'identité de celle qui parlait. Il s'agissait de la directrice de l'école maternelle, Pavla Jirikova, une dirigeante expérimentée qui n'était pas entrée précédemment dans le champ de vision de l'enquête. La police convoqua immédiatement Jirikova pour une conversation, au cours de laquelle la directrice fut obligée de reconnaître que c'était effectivement sa voix. Elle confirma qu'elle avait exigé des employés de l'école de limiter les conversations avec les étrangers, et particulièrement avec la presse. Cependant, Pavla nia catégoriquement qu'elle avait eu en tête quelques dissimulations ou tentatives de déformer les faits de l'enquête. Selon ses dires, cela avait été fait seulement pour ne pas provoquer de panique parmi les parents et le public. Mais une autre circonstance survint qui compliqua encore plus la situation. Immédiatement après que la directrice fut convoquée pour interrogatoire, des informations apparurent dans les médias selon lesquelles des violations dans la documentation financière de l'école auraient supposément été identifiées. La presse écrivait sur un possible vol d'argent lors de l'achat de produits et matériaux pour l'institution et liait ces événements à la disparition d'Aliza, supposant que l'enlèvement aurait pu être une manœuvre de diversion pour cacher d'autres machinations. La directrice Jirikova rejeta complètement de telles accusations. Néanmoins, le ministère de l'Intérieur mena rapidement une vérification de tous les achats, paiements et contrats conclus par l'école au cours des 18 derniers mois. Les experts vérifièrent attentivement chaque signature, chaque acte de réception et annoncèrent bientôt officiellement « Aucune violation financière n'avait été découverte ». La version répandue par la presse perdit complètement sa pertinence. Pavla Jirikova fut officiellement exclue de la liste des suspects pour la partie financière, bien que son rôle dans la situation générale restât encore pas entièrement éclairci. Mais la tension dans l'école ne diminua pas. Le collectif maintenait encore un calme apparent, mais à l'intérieur, un conflit couvait manifestement. Les employés évitaient obstinément les conversations sur l'incident, se tenaient en groupe et se regardaient constamment les uns les autres, comme s'ils essayaient de comprendre qui serait le premier à rompre l'accord de silence. Jana Sukupova semblait particulièrement tendue, malgré les déclarations officielles de la police que l'enquête n'était pas terminée et qu'il n'y avait pas encore d'accusation définitive. Elle paraissait chaque jour de plus en plus fatiguée et irritée. Sa communication avec ses collègues avait presque complètement cessé. Sukupova arrivait exactement à l'heure prévue, accomplissait rapidement ses obligations et partait immédiatement, évitant les conversations même avec les collègues les plus proches. Les enquêteurs sentaient bien que le collectif de l'école tentait désespérément de préserver la réputation de l'institution. Il restait incompréhensible si cela était causé seulement par l'éthique professionnelle ou si les employés craignaient sérieusement quelque chose. La vérification des dossiers personnels de tous les employés de l'école ne donna pas de résultats évidents. Cependant, la police nota que certains employés travaillaient ensemble depuis de nombreuses années et qu'il existait entre eux une loyauté tacite. Pendant ce temps, les traces découvertes précédemment dans le sous-sol de l'école devenaient encore plus significatives. Les criminalistes précisèrent que les restes d'eau de javel et les traces de nettoyage étaient frais, faits manifestement dans le but de détruire des preuves. Dans le collectif, on répondait uniformément aux questions directes de la police. L'accès au sous-sol n'était possible qu'à quelques personnes, y compris la directrice, les éducatrices et la femme de ménage. Jirikova elle-même confirma que le jour de la disparition d'Aliza, elle n'avait pas du tout été dans le sous-sol et ne savait pas qui exactement aurait pu s'y trouver. Malgré la fermeture de la version sur les violations financières, la police continua les vérifications actives d'autres directions. L'étape suivante fut d'annoncer une vérification des caméras de surveillance extérieures de la rue Dukelska qui pourraient montrer des détails précédemment inconnus des déplacements des employés de l'école, y compris la voiture de Jana Sukupova. La recherche de la réponse définitive se déplaçait de plus en plus dans cette direction. Les enquêteurs continuaient d'agir avec prudence, comprenant que toute accusation devait être soutenue par des preuves indiscutables. Cependant, la nervosité des employés et l'effort évident de maintenir une ligne commune alarmaient de plus en plus l'enquête, faisant supposer qu'ils savaient ou soupçonnaient quelque chose qu'ils craignaient de communiquer à la police. Le matin du 25 avril, la police obtint un nouvel enregistrement vidéo d'une caméra de surveillance d'une maison privée située au carrefour des rues Dukelska et Studnikna.
Cette caméra était restée précédemment hors du champ de vision de l'enquête, car la maison était temporairement inhabitée. L'enregistrement du 12 avril fut étudié attentivement, et en quelques heures, la police fit la découverte la plus importante. Sur l'enregistrement, fixé à 22h34, on voit clairement une automobile blanche Škoda Fabia, numéro d'immatriculation 1U 15823. La voiture se déplace lentement sur une route peu fréquentée en direction de la rivière Bilina. La vérification par numéro montra immédiatement le propriétaire. Il s'agissait de l'éducatrice de l'école maternelle Teresa Horakova. Cette découverte en fit instantanément l'une des figures clés de l'enquête. Jusqu'à ce moment, Teresa n'avait presque pas attiré l'attention de l'enquête, restant dans l'ombre de sa collègue plus émotionnelle et nerveuse, Jana Sukupova. Horakova se comportait froidement, de manière distante, et ne montrait jamais de signes évidents d'inquiétude, ce qui lui permettait précédemment d'éviter l'attention active de la police. Le même jour, les enquêteurs convoquèrent Teresa pour un interrogatoire urgent. La question était une. Pourquoi était-elle sortie tard le soir en direction de la rivière par un itinéraire que pratiquement personne n'utilisait? La femme paraissait calme et confiante, expliquant sa sortie tardive par une simple situation domestique. Elle aurait supposément été obligée d'emmener d'urgence son chat malade chez le vétérinaire, qui avait des consultations tardives. L'histoire semblait convaincante, mais les enquêteurs décidèrent immédiatement de la vérifier. Une patrouille de police se rendit à la clinique vétérinaire en périphérie de la ville. Le vétérinaire confirma qu'il connaissait effectivement Teresa et son animal. Cependant, il informa immédiatement qu'il n'avait eu aucune consultation cette nuit-là. De plus, le cabinet vétérinaire ferme quotidiennement exactement à 20h et en soirée tardive ne reçoit même pas les patients les plus urgents. La version du voyage chez le médecin pour le chat s'effondra complètement en 1 heure. Après cela, la police informa Teresa que sa version ne s'était pas confirmée. La femme, en entendant cette nouvelle, ne changea pas du tout d'expression faciale et se tut immédiatement, usant de son droit de ne pas témoigner contre elle-même. Son comportement suscita encore plus de suspicions chez les enquêteurs. L'automobile de Teresa Gorakova fut immédiatement confisquée pour inspection. La police obtint un mandat pour fouiller la voiture et vérifia particulièrement minutieusement le compartiment du coffre et l'habitacle. Les résultats officiels de l'expertise de l'automobile furent gardés secrets à ce moment-là. Cependant, le seul fait de la présence de Teresa à la rivière Bilina à 1 heure si tardive devint un argument puissant contre elle. Les enquêteurs revinrent à la chronologie des événements. La route du jardin d'enfants à la rivière était d'environ 4 km. Le trajet en voiture prenait environ 8 minutes. L'heure de départ de Teresa, 22h34, coïncidait avec l'heure supposée de déplacement des restes d'Aliza vers la rivière, selon les conclusions des experts. L'enregistrement de la nouvelle caméra s'intégrait parfaitement aux preuves existantes et renforçait les soupçons. Les collègues de Teresa réagirent à cette nouvelle avec surprise et inquiétude. Dans le collectif, il devint évident que la confiance mutuelle s'était brusquement affaiblie. Déjà après quelques heures, parmi les employés apparurent des conversations selon lesquelles Teresa cachait clairement quelque chose, et la version du chat malade sonnait absolument ridicule et invraisemblable. L'atmosphère devint encore plus tendue. Personne ne voulait être impliqué dans ce qui semblait maintenant non plus simplement un incident, mais un crime à part entière. La police décida également de revérifier les itinéraires par lesquels ce soir-là auraient pu se déplacer d'autres automobiles d'employés du jardin, mais seule la Škoda de Teresa Gorakova fut enregistrée précisément dans la zone de la rivière. Et à ce moment-là, en fait, son automobile devint la seule preuve directe reliant n'importe lequel des employés au lieu où furent trouvés les restes d'Aliza. La presse se reconnecta activement à la couverture de l'enquête. Les journalistes apprirent rapidement le nouveau tournant et recommencèrent à supposer que Teresa aurait pu avoir un motif personnel lié à l'antipathie ou au conflit caché à l'intérieur du jardin. Cependant, la police s'abstint de commentaires officiels sur ce sujet pour ne pas créer une fausse confiance dans la découverte des motifs. Néanmoins, les enquêteurs n'avaient pas encore obtenu de réponse à la question principale. Si la version de Teresa sur le vétérinaire était un mensonge,
Alors pourquoi exactement ce soir-là et à ce moment-là avait-elle eu besoin de se trouver près de la rivière? Il n'y avait pas encore de réponse à cette question, mais sa seule présence là-bas donnait à l'enquête la confiance que le chemin vers la résolution de l'affaire était devenu beaucoup plus court. À ce moment-là, les enquêteurs n'exprimèrent aucune accusation directe. Mais il était évident que Teresa Gorakova se trouvait maintenant sous l'attention minutieuse des forces de l'ordre. La police décida de mener un autre interrogatoire, tandis que les enquêteurs continuaient de vérifier soigneusement toutes les preuves pour se rapprocher de la résolution du mystère de la tragique disparition d'Aliza. Au matin du 27 avril, l'enquête sur l'affaire d'Aliza Novotná entra dans une phase décisive. La police concentra tous les efforts sur l'étude détaillée de l'automobile de Teresa Gorakova, qui fut confisquée et placée dans un garage spécialisé de la police à Most. L'attention des criminalistiques fut immédiatement attirée par la forte odeur de désinfectant provenant du coffre de sa Škoda Fabia blanche. Les experts commencèrent rapidement à vérifier l'automobile en utilisant le luminol, une substance capable de détecter les traces de sang même après un nettoyage minutieux et un traitement avec des moyens chimiques. En quelques minutes, toute la surface du compartiment du coffre se couvrit de taches caractéristiques d'éclat bleuâtre, témoignant sans équivoque de la présence de sang précédemment retiré à l'aide d'eau de javel. Teresa Gorakova fut à nouveau convoquée pour interrogatoire, où les enquêteurs demandèrent directement pourquoi son automobile était si minutieusement nettoyée et traitée avec des produits chimiques. La femme continua de se comporter absolument calmement, comme si elle s'était préparée à l'avance à cette question. Elle déclara que quelques jours avant la disparition d'Aliza, elle avait été obligée d'emmener son vieux chien pour l'euthanasie dans une clinique vétérinaire. Selon ses mots, le sang dans le coffre aurait pu appartenir précisément au chien, qui au dernier moment se serait soi-disant blessé. Les enquêteurs enregistrèrent les déclarations de Teresa, mais ne tirèrent pas de conclusions prématurées. Ils avaient déjà fait face plusieurs fois à des histoires inventées de sa part et comprenaient qu'ils avaient besoin de faits objectifs. Les échantillons de sang furent immédiatement envoyés pour expertise ADN, dont les résultats pourraient complètement changer le cours de l'enquête. Le délai d'attente de l'expertise était de 48 heures. Pendant ce temps, les enquêteurs obtinrent l'accès à la correspondance mobile entre Jana Sukupova et Teresa Gorakova pour la période proche de la disparition d'Aliza. Parmi de nombreux messages fut découvert un envoyé par Jana à Teresa le soir du 12 avril. « On s'en est sorti. Tout est propre. » La réponse de Teresa fut courte et sans équivoque. « Oui, tout est fait. » Ce message suscita immédiatement des soupçons que les deux femmes avaient agi de manière coordonnée et avaient discuté à l'avance de certains détails qu'elles voulaient cacher à la police. Cependant, l'enquête ne rendit pas encore publique cette information, conservant l'avantage sur les suspects. La version de Teresa sur le chien fut également vérifiée minutieusement. Les policiers contactèrent à nouveau cette même clinique vétérinaire où la procédure d'euthanasie aurait soi-disant été réalisée. Le vétérinaire confirma que Gorakova avait effectivement un vieux chien, mais ajouta qu'elle n'était pas apparue à la clinique depuis au moins plusieurs mois et qu'aucune procédure ou opération n'avait été effectuée sur l'animal. Ainsi, cette version aussi s'avéra inventée et se ferma rapidement. Le collectif du jardin d'enfants à ce moment-là avait pratiquement cessé de communiquer avec les deux éducatrices. Tous les employés évitèrent les contacts avec Teresa et Jana, et l'atmosphère à l'intérieur de l'établissement devint si tendue que certains commencèrent volontairement à prendre des congés maladie ou même à démissionner pour se distancer de ce qui se passait. Après 48 heures arrivèrent les résultats de l'expertise. La conclusion des criminalistiques fut sans équivoque et sans appel. Le sang trouvé dans le coffre de la Škoda Fabia appartenait à un être humain. Le profil génétique confirma que l'échantillon de sang était féminin et appartenait à une personne mineure. Les experts ne doutaient pratiquement pas que le sang pourrait appartenir à Aliza Novotná. Cependant, la conclusion officielle à ce sujet n'était pas encore annoncée dans la presse pour ne pas provoquer de panique inutile et ne pas pousser les suspects à fuir. Maintenant, l'enquête avait une preuve concrète qui reliait directement Teresa Gorakova à l'événement tragique. Bien que Teresa elle-même continuât de nier sa participation et insista sur son innocence,
son statut changea pour celui de principale suspecte. En même temps, les enquêteurs conservèrent la prudence dans leurs déclarations, évitant publiquement les conclusions définitives. La présence de correspondances SMS entre Jana et Teresa compliquait encore plus la situation. Il était évident que les deux femmes avaient agi ensemble, mais leur plan commun et leurs motifs restaient encore fermés au public général et aux médias. Néanmoins, pour la police, il était clair. Les événements de ce jour-là avaient un caractère planifié à l'avance et il n'y avait aucun hasard dans la disparition d'Aliza. L'enquête commença à préparer les matériaux pour la présentation officielle d'accusation et l'obtention de mandats d'arrêt des suspects. Mais jusqu'à la décision finale de la question restaient des détails qui devaient être rassemblés. Les particularités de ces actions étaient soigneusement cachées par la police, ne laissant pas la moindre chance aux suspects de deviner le prochain pas de l'enquête. Personne ne doutait que la fin de l'enquête était proche. Cependant, seuls les enquêteurs savaient que derrière le calme extérieur et la négation assurée de Teresa se cachait quelque chose de plus, et c'est précisément cela qui donnerait bientôt la réponse définitive à la question principale de cette tragédie. Au début de mai, l'enquête possédait une base suffisante pour reconstituer complètement la chaîne d'événements qui s'était produit dans le jardin d'enfants Slunečko le 12 avril 2022. Les experts judiciaires et les enquêteurs menèrent une reconstruction intégrale. Tous les indices trouvés furent comparés. Traces de sang dans le sous-sol du jardin d'enfants, traces identiques dans le coffre de la voiture de Teresa Horakova, enregistrement de caméra qui avait capté sa voiture près de la rivière Bilina, l'adresse IP des courriels avec menaces via Proton Mail menant directement au jardin, et enfin, l'appel téléphonique enregistré dans le chat collectif des employés du jardin. C'est précisément ce dernier fait qui aida à mettre le point final définitif. L'initiatrice de l'appel, avec l'indication de s'en tenir à la version commune, s'avéra être l'éducatrice Jana Sukupova. Sous la pression des preuves rassemblées, le tableau de ce qui s'était passé s'éclaircit définitivement. Ce jour-là, vers 11h du matin, Alicia Novotná jouait dans la cour du jardin d'enfants. Par une tragique coïncidence de circonstances, l'éducatrice Jana Sukupova se tourna négligemment, accrocha une barre métallique qui tomba, frappant Alicia à la tête. La chute s'avéra fatale. Effrayée par les conséquences, Jana, sans attendre l'aide médicale, décida de cacher ce qui s'était passé. Le même jour, vers 22h, eut lieu une conversation téléphonique entre Jana et Teresa, qui fut enregistrée par l'un des opérateurs de communication sur demande officielle de la police. Dans la conversation retentit une phrase claire et sans équivoque de Jana : « Si ça remonte à la surface, on nous mettra en prison. » Après cela, les deux éducatrices décidèrent conjointement de se débarrasser des restes et des preuves. Les experts reconstituèrent exactement les actions qui suivirent. Le corps d'Alicia, pesant environ 14 kg, fut placé dans un sac noir sorti par la sortie de service où il n'y avait pas de caméra de surveillance et chargé dans le coffre de la Škoda Fabia appartenant à Teresa. L'itinéraire jusqu'à la rivière Bilina, comprenant 4 km et prenant environ 8 minutes de trajet, coïncida complètement avec les enregistrements des caméras de surveillance. Une confirmation supplémentaire furent les preuves matérielles trouvées dans le sous-sol. La veste d'Alicia, avec des traces caractéristiques de peinture, coïncidant complètement avec la clôture du jardin. Le sous-sol, traité à l'eau de Javel, devint le point de départ de toute cette chaîne. Le 3 mai 2022, la police obtint un mandat d'arrêt officiel pour les éducatrices. La première à être arrêtée fut Jana Sukupova. En voyant les policiers, elle changea brusquement d'expression et tenta de détruire son téléphone portable en le jetant dans une bouilloire d'eau bouillante. Cependant, les agents extrayèrent rapidement l'appareil et conservèrent la correspondance comme preuve matérielle. Teresa Horakova fut arrêtée chez elle quelques minutes après cela. La femme se comporta calmement, exécuta silencieusement les exigences de la police et ne tenta pas de résister. Lors de l'enquête, les femmes gardèrent le silence, refusèrent de faire des déclarations d'aveu et exigèrent des avocats.
L'affaire fut transmise au tribunal le 14 septembre 2022. L'accusation qualifia les actions de Jana Sukupova d'homicide involontaire et de tentative de dissimulation de crime, et Teresa Horakova de complice dans la dissimulation et la complicité. Le procès judiciaire continua jusqu'au 22 novembre 2022. Après l'examen de tous les matériaux rassemblés, preuves et témoignages de témoins, le tribunal rendit une décision définitive. Jana Sukupova fut déclarée coupable d'homicide involontaire et condamnée à 10 ans de privation de liberté. Teresa Horakova, déclarée coupable de complicité et de dissimulation de crime, reçut 8 ans d'emprisonnement. Les matériaux judiciaires furent partiellement classifiés et l'enquête ne répondit pas à de nombreuses questions. Il ne fut officiellement confirmé que la version du maniaque et les soupçons concernant Petr Kovařík furent définitivement réfutés et fermés documentairement. La dernière séance se termina par un silence lourd. Les parents d'Alicia, Tomáš et Kateřina Novotný ne reçurent jamais de réponse à la seule question qui restait. Ils demandèrent aux accusés « Alicia était-elle vivante quand la voiture quitta le jardin d'enfants ?» Il n'y eut pas de réponse. Les matériaux concernant le moment exact de la mort d'Alicia se trouvent encore sous classification secrète. Est également classifiée la révision interne du ministère de l'Éducation de la République tchèque concernant l'admission des employés du jardin à travailler avec des mineurs. Le cas d'Alicia Novotná resta dans l'histoire de la ville de Most comme l'une des tragédies les plus retentissantes et lourdes des dernières décennies. La décision judiciaire devint le dernier point officiel dans cette affaire, bien que de nombreuses circonstances qui auraient parfois pu éclairer les motifs des actions des éducatrices restèrent secrètes, fermées sous le sceau de stricte confidentialité. La tragédie se termina par une sentence, laissant derrière elle un silence dans lequel il ne resta plus de place pour les mots et les explications.